Imagine un instant que tu te regardes dans le miroir. Pas n'importe quel miroir. Pas celui qui te renvoie ton reflet du matin, quand tu es encore à moitié endormi, les cheveux en désordre et les yeux à peine ouverts. Non. Je te parle d'un miroir intérieur, celui que tu portes avec toi partout où tu vas, celui que tu consultes sans même t'en rendre compte, plusieurs fois par jour, parfois plusieurs fois par heure. Et la question que je voudrais te poser aujourd'hui, doucement, sans jugement, c'est la suivante. Qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes dans ce miroir-là? Est-ce que tu vois quelqu'un que tu aimes? Quelqu'un que tu respectes, quelqu'un à qui tu parlerais avec la même tendresse que tu réserves à tes amis proches, à tes enfants, à ceux que tu chéris? Ou est-ce que tu vois quelqu'un que tu critiques, que tu minimises, que tu couches avec une sévérité que tu n'oserais jamais appliquer à quelqu'un d'autre? Je m'appelle Christophe André et depuis des décennies, j'accompagne des hommes et des femmes dans leur vie intérieure, des gens ordinaires, des gens remarquables, des gens qui souffrent, des gens qui cherchent. Et l'une des choses les plus frappantes que j'ai observées au fil de toutes ces années, c'est à quel point la relation que nous entretenons avec nous-mêmes est souvent la relation la plus négligée, la plus maltraitée, la plus ignorée de toute notre existence. Nous apprenons à aimer les autres, on nous enseigne la générosité, l'empathie, la bienveillance envers notre prochaine. Mais personne, ou presque, ne nous apprend à nous aimer nous-mêmes. Personne ne nous dit comment construire cette relation fondamentale avec notre propre personne. Et pourtant, tout part de là. Absolument tout. Aujourd'hui, je voudrais qu'on prenne le temps ensemble d'explorer ce territoire intime, parfois inconfortable, mais profondément libérateur, qui s'appelle l'amour de soi, pas la vanité, pas l'arrogance, pas le narcissisme que l'on confond si souvent avec cette notion. Non, je parle de quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus profond. Je parle de la capacité à se regarder avec douceur, à se traiter avec soin, à reconnaître sa propre valeur, non pas parce qu'on a réussi quelque chose, non pas parce qu'on a mérité quelque chose, mais simplement parce qu'on existe. Ce voyage que je te propose aujourd'hui, il durera environ une heure pour toi, une heure pour explorer, comprendre, peut-être ressentir quelque chose que tu n'avais pas ressenti depuis longtemps. Je t'invite à t'installer confortablement, à respirer et à m'accompagner dans cette réflexion. Commençons par le commencement. Commençons par comprendre pourquoi l'amour de soi est si difficile pour tant d'entre nous. Il y a quelque chose de paradoxal dans notre rapport à nous-mêmes. Nous sommes la seule personne que nous ne pouvons jamais quitter. Nous sommes là avec nous-mêmes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de la naissance jusqu'à la mort. Et pourtant nous sommes souvent la personne que nous connaissons le moins bien, que nous traitons le plus mal, que nous écoutons le moins. Pourquoi, comment en arrive-t-on là? La réponse, elle est complexe, elle commence très tôt dans la vie. Dès l'enfance, nous apprenons notre valeur à travers le regard des autres. Les parents, les enseignants, les camarades de classe, la société tout entière nous envoie des messages sur ce que nous valons, sur ce que nous devrions être, sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et ces messages, nous les intériorisons, nous les prenons et nous les faisons nôtres, souvent sans même le réaliser. Un enfant qu'on a souvent critiqué grandit avec une voix intérieure critique. Un enfant à qui on a dit qu'il n'était pas assez bien, pas assez intelligent, pas assez sage, pas assez ceci ou cela, porte cette conviction comme un bagage invisible. Et cet enfant devient adulte, et cet adulte, c'est peut-être toi, c'est peut-être chacun d'entre nous à des degrés différents. Je me souviens d'une patiente que j'ai accompagnée il y a plusieurs années. Je l'appellerai Sophie. Sophie était une femme brillante, généreuse, attentionnée. Tout le monde autour d'elle l'admirait. Ses collègues la respectaient, ses amis l'aimaient profondément, sa famille était fière d'elle. Et pourtant, chaque soir, quand Sophie rentrait chez elle et s'est retrouvée seule avec elle-même, elle ressentait quelque chose qu'elle décrivait comme un vide, une insatisfaction profonde. Une voix qui lui disait que tout ce qu'elle avait accompli n'était pas suffisant, que ce n'était pas vraiment elle qui méritait ses compliments, que si les gens la connaissaient vraiment, ils ne l'aimeraient plus. Ce phénomène, les psychologues l'appellent le syndrome de l'imposteur. Mais au-delà du terme technique, ce que vivait Sophie, c'est quelque chose de très humain. C'est le résultat d'un amour de soi fragilisé, d'une image de soi construite sur des fondations instables, sur la performance, sur l'approbation des autres, plutôt que sur une acceptation inconditionnelle de soi-même. Et Sophie n'est pas une exception. Elle est au contraire très représentative de ce que vivent des millions de personnes, des personnes qui réussissent à l'extérieur mais qui souffrent à l'intérieur. Des personnes qui donnent beaucoup aux autres, mais qui se donnent très peu à elles-mêmes. Alors la première chose que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est ceci. Si tu te reconnais dans ce portrait, si tu sens que ta relation avec toi-même est compliquée, douloureuse ou simplement absente, sache que ce n'est pas une fatalité.
Ce n'est pas une faiblesse de caractère, ce n'est pas quelque chose qui te définit pour toujours, c'est simplement le résultat d'apprentissage, d'expérience, de messages reçus. Et ce qui a été appris peut être désappris. Ce qui a été construit peut être reconstruit. L'amour de soi, ça s'apprend, ça se cultive, ça se nourrit jour après jour, avec patience et avec douceur. Mais avant de parler de comment le cultiver, j'aimerais qu'on s'arrête un moment sur ce que l'amour de soi n'est pas, parce que je crois que beaucoup de résistances viennent de là. Beaucoup de gens rejettent l'idée même d'apprendre à s'aimer parce qu'ils confondent l'amour de soi avec quelque chose qu'ils ne veulent pas être. L'amour de soi, ce n'est pas l'égoïsme, ce n'est pas se mettre au centre du monde et ignorer les autres, ce n'est pas croire qu'on est supérieur aux autres. Ce n'est pas non plus une forme de complaisance, de refus de progresser, de se satisfaire de ses défauts. L'amour de soi, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus beau. C'est la capacité à se traiter avec la même bienveillance qu'on accorderait à un ami cher. C'est la capacité à reconnaître ses forces sans les minimiser et ses faiblesses sans les dramatiser. C'est la capacité à se soutenir soi-même dans les moments difficiles, plutôt que de s'accabler. Il y a une image que j'aime beaucoup utiliser. Imagine que tu as un très bon ami, quelqu'un que tu aimes sincèrement. Cet ami traverse une période difficile. Il a fait une erreur ou il n'a pas réussi quelque chose d'important pour lui. Comment tu lui parles, avec quelle voix, avec quels mots? Je parie que tu lui parles avec douceur. Tu lui rappelles ses qualités, tu lui dis que tout le monde fait des erreurs, tu lui offres ton soutien. Maintenant, pose-toi la question suivante, est-ce que tu te parles à toi-même de la même façon? Quand tu fais une erreur, quand tu n'atteins pas tes objectifs, quand tu te sens un échec, est-ce que tu t'offres la même douceur que tu offres à ton ami? Pour beaucoup d'entre nous, la réponse est non. Et c'est là que réside le problème. Nous avons deux poids, deux mesures. Une mesure généreuse pour les autres et une mesure impitoyable pour nous-mêmes. La psychologue Christine Neff, qui a beaucoup travaillé sur ce qu'elle appelle l'autocompassion, a montré quelque chose de fascinant. Elle a montré que les gens qui ont de la compassion pour eux-mêmes, qui se traitent avec douceur dans les moments difficiles, ne sont pas moins motivés, ne sont pas moins performants, ne sont pas moins responsables. Au contraire, ils sont plus résilients. Ils rebondissent plus facilement après les échecs, ils prennent plus soin de leur santé, ils ont des relations plus saines, ils sont globalement plus heureux. Parce que l'amour de soi, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas quelque chose qu'on peut se permettre une fois qu'on a réglé tous les autres problèmes. C'est une fondation, c'est le socle sur lequel tout le reste repose. Pense à un arbre. Un arbre qui a des racines profondes, solides, bien ancrées dans la terre, peut supporter les tempêtes. Il peut plier, il peut se courber sous le vent, mais il ne tombe pas. Il tient. Parce que ses racines le soutiennent, l'amour de soi, c'est ça. Ce sont les racines, et sans racines solides, même le plus bel arbre finit par tomber. Si ce que je partage avec toi résonne, si tu sens que ces mots touchent quelque chose en toi, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Ça m'aide à continuer à créer ce type de contenu pour toi. Continuons notre exploration. Parlons maintenant de quelque chose que je trouve particulièrement important et particulièrement méconnu. Je veux te parler de la voix intérieure. Chacun d'entre nous a une voix intérieure. Ce dialogue permanent que nous entretenons avec nous-mêmes, ce flux de pensées qui accompagne chaque moment de notre existence. Et cette voix, elle a un caractère, elle a un ton, elle a une façon de nous parler qui lui est propre. Pour certains, cette voix est relativement bienveillante. Elle encourage, elle soutient, elle relativise. Pour d'autres, et ils sont nombreux, cette voix est dure, critique, impitoyable. Elle pointe les erreurs, elle amplifie les défauts, elle prédit les échecs. Elle dit des choses que nous n'oserions jamais dire à quelqu'un d'autre. J'ai rencontré un homme, je l'appellerai Thomas, qui était venu me consulter pour ce qu'il décrivait comme un manque de confiance en lui. Thomas était un homme d'une quarantaine d'années, père de famille, professionnel accompli. Mais il vivait avec une voix intérieure d'une cruauté remarquable. Quand il faisait une erreur au travail, sa voix lui disait « Tu es nul, tu n'as jamais rien su faire correctement ». Quand il avait une dispute avec sa femme, sa voix lui disait « Tu es son mauvais mari, tu ne mérites pas d'être aimé ». Quand il regardait ses enfants, sa voix lui disait parfois « Tu n'es pas à la hauteur d'être leur père ». Quand j'ai demandé à Thomas d'où venait cette voix, il a réfléchi un long moment. Et puis il m'a dit, elle ressemble à la voix de mon père. Son père, qui n'était pas un mauvais homme, mais qui avait lui-même été élevé dans la dureté, dans l'idée que la critique est la meilleure façon de faire progresser les gens. Et Thomas avait intériorisé cette voix paternelle. Il l'avait faite sienne, il se traitait lui-même comme son père l'avait traité. C'est quelque chose que je vois très souvent.
Nos voix intérieures sont souvent des échos de voix extérieures que nous avons entendues dans notre enfance, dans notre adolescence, des parents, des enseignants, des figures d'autorité. Et le problème, c'est que nous ne réalisons pas toujours que cette voix n'est pas la vérité, que cette voix n'est pas nous, que c'est simplement un enregistrement, une habitude, quelque chose qui peut changer. La première étape pour changer notre voix intérieure, c'est de l'entendre vraiment, de prendre conscience de ce qu'elle dit. Parce que la plupart du temps, ce dialogue intérieur se déroule en arrière-plan presque automatiquement sans que nous lui prêtions vraiment attention. Et pourtant, il influence tout. Il colore notre humeur, notre confiance, notre façon d'aborder les défis. Je te propose un exercice simple. Pendant les prochains jours, essaie de noter mentalement ou sur papier ce que te dit ta voix intérieure dans les moments difficiles. Quand tu fais une erreur, qu'est-ce qu'elle dit ? Quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce qu'elle dit ? Quand tu compares à d'autres, qu'est-ce qu'elle dit ? Pas pour te rouger. Pas pour te dire que tu as tort de penser ainsi, simplement pour observer, pour prendre conscience, parce que la conscience est toujours le premier pas vers le changement, et une fois que tu as observé, tu peux commencer à questionner, est-ce que ce que dit cette voix est vraiment vrai ? Est-ce que c'est vraiment la réalité ou est-ce une interprétation ? Est-ce que cette voix est juste ou est-elle exagérée, dramatisée, déformée ? Dans la thérapie cognitive, on parle de distorsion cognitive. Ces façons de penser qui déforment la réalité dans un sens négatif. La pensée tout ou rien qui dit « si je n'ai pas parfaitement réussi, j'ai complètement échoué ». La catastrophisation qui transforme chaque petit problème en catastrophe. La personnalisation qui nous fait croire que tout ce qui va mal est de notre faute. La disqualification du positif qui nous fait rejeter les compliments et les succès comme s'ils ne comptaient pas. Ces distorsions, nous les appliquons souvent beaucoup plus sévèrement à nous-mêmes qu'aux autres. Et les reconnaître, les nommer, c'est déjà les affaiblir un peu. Mais au-delà de la simple reconnaissance, il y a quelque chose de plus profond que je voudrais explorer avec toi. Quelque chose qui touche à la racine même de l'amour de soi. Je veux te parler de la valeur inconditionnelle. Nous vivons dans une société de la performance, une société qui nous évalue en permanence. À l'école, les notes. Au travail, les résultats, sur les réseaux sociaux, les likes, les followers, les commentaires, partout, nous sommes évalués et progressivement, nous intériorisons cette logique. Nous commençons à croire que notre valeur dépend de nos performances, que nous valons quelque chose si et seulement si nous réussissons, si nous sommes productifs, si nous sommes appréciés. C'est ce qu'on appelle l'estime de soi conditionnelle, une estime de soi qui monte quand ça va bien et qui s'effondre quand ça va mal. Une estime de soi qui dépend du résultat du dernier examen, de la dernière présentation au travail, du dernier regard qu'on a reçu. Et cette estime de soi conditionnelle, elle est fragile, elle est instable. Elle ne peut pas servir de fondation solide parce qu'elle est toujours à la merci des événements extérieurs. L'amour de soi véritable, lui, est différent. Il ne dépend pas de la performance. Il ne dépend pas du regard des autres, il est là, stable, constant, comme un feu qui brûle doucement même quand le vent souffle. Comment y accéder ? Comment passer d'une estime conditionnelle à un amour de soi plus stable et plus profond ? Je crois que cela commence par une reconnaissance fondamentale. La reconnaissance que notre valeur en tant qu'être humain ne dépend pas de ce que nous faisons, mais de ce que nous sommes. Simplement, nous sommes des êtres humains. Nous ressentons, nous aimons, nous souffrons, nous cherchons, nous grandissons. Et cela seul, cela suffit. Je sais que cette idée peut sembler abstraite, peut-être même un peu difficile à accepter. Surtout si tu as grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel, où tu te sentais aimé seulement quand tu réussissais, seulement quand tu te comportais bien, seulement quand tu correspondais à ce qu'on attendait de toi. Mais je t'invite à rester avec cette idée un moment, à la laisser résonner, parce que je crois profondément que c'est l'une des vérités les plus libératrices qu'on puisse intégrer. Tu as de la valeur, non pas parce que tu as réussi quelque chose, non pas parce que quelqu'un t'a dit que tu en avais, mais parce que tu es là, parce que tu existes, parce que tu es humain. Prenons une pause dans notre réflexion pour que je te pose une question. Pense à quelqu'un que tu aimes profondément, un enfant peut-être, ou quelqu'un de très proche. Est-ce que ton amour pour cette personne dépend de ses performances ? Est-ce que tu l'aimes moins quand elle échoue ? Est-ce que tu l'aimes moins quand elle n'est pas à la hauteur de ses propres attentes ? Je parie que non, je parie que tu l'aimes pour ce qu'elle est, pas seulement pour ce qu'elle fait. Alors pourquoi ne pas t'accorder la même chose à toi-même ? Si ce contenu t'aide à réfléchir, à te voir autrement, je t'invite à laisser un like et à t'abonner. C'est une façon simple de soutenir ce travail et de continuer à recevoir ce type de réflexion. Parlons maintenant d'un aspect de l'amour de soi que je trouve particulièrement riche et particulièrement méconnu. Je veux te parler de la relation à son propre corps,
Nous habitons un corps. C'est une évidence, bien sûr. Mais la façon dont nous habitons ce corps, dont nous le percevons, dont nous le traitons, en dit énormément sur notre relation à nous-mêmes. Dans notre société, le corps est devenu un objet de performance et de comparaison. Les médias nous bombardent d'images de corps parfaits, retouchés, idéalisés. Et nous finissons par regarder notre propre corps avec un regard critique, comparatif, insatisfait. Trop grand, trop petit, trop gros, trop maigre, trop ceci, pas assez cela. Cette relation difficile au corps, je la rencontre très fréquemment dans ma pratique. Et elle n'est pas anodine parce que le corps, ce n'est pas simplement notre enveloppe, c'est notre présence au monde. C'est à travers notre corps que nous vivons, que nous ressentons, que nous existons. Je me souviens d'une jeune femme, je l'appellerai Léa, qui avait une relation particulièrement douloureuse avec son corps. Elle passait des heures à se critiquer devant le miroir, à pointer chaque imperfection, à comparer chaque partie de son corps à des standards impossibles. Et cette souffrance autour de son corps débordait sur tout le reste. Elle évitait certaines situations sociales par peur du regard des autres. Elle ne se permettait pas de se sentir désirable. Elle avait l'impression de ne pas mériter d'être aimée tant qu'elle n'aurait pas atteint un certain idéal physique. Ce que vivait Léa, c'est quelque chose de très répandu. Et ce que nous avons travaillé ensemble, c'est d'abord de changer le regard qu'elle portait sur son corps. Pas de changer son corps, mais de changer le regard. Passer d'un regard de juge à un regard de témoin bienveillant. Il y a une pratique que je trouve très utile pour cela. C'est la pratique de la gratitude corporelle. Plutôt que de se concentrer sur ce que le corps n'est pas, sur ce qu'il ne fait pas, sur ce qu'il devrait être différemment, se concentrer sur ce qu'il fait. Sur tout ce qu'il accomplit chaque jour, silencieusement, sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Ton cœur bat en ce moment, tes poumons respirent, ton cerveau traite des millions d'informations à chaque seconde. Tes mains peuvent toucher, sentir, créer. Tes yeux peuvent voir la lumière, les couleurs, les visages de ceux que tu aimes. Tout cela, ton corps le fait pour toi chaque jour sans attendre de remerciements. Quand on commence à voir son corps sous cet angle, quelque chose change, on passe de la critique à la gratitude. Et cette gratitude, c'est une forme d'amour. Un amour simple, concret, ancré dans le quotidien. Cela ne veut pas dire qu'on ne prend pas soin de son corps, qu'on ne cherche pas à être en bonne santé, à se sentir bien. Au contraire, quand on aime quelque chose, on en prend soin. Mais on en prend soin par amour, pas par honte, par respect, pas par peur du jugement. Et c'est une différence fondamentale. Continuons à avancer dans notre exploration. Je voudrais maintenant aborder quelque chose qui est au cœur de l'amour de soi, quelque chose que j'appelle l'art de se connaître. On ne peut pas aimer vraiment quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et cela vaut aussi pour soi-même. L'amour de soi passe par la connaissance de soi, par cette capacité à se regarder avec curiosité et honnêteté, à explorer ses profondeurs, ses zones d'ombre comme ses zones de lumière. Carl Jung, le grand psychologue suisse, parlait de l'ombre. Cette partie de nous-mêmes que nous refusons de voir, que nous cachons, que nous nions. Les émotions que nous jugeons inacceptables. Les pensées qui nous font honte, les désirs que nous n'osons pas reconnaître, les peurs que nous préférons ignorer. Et Jung disait quelque chose de très profond. Il disait que ce que nous refusons de voir en nous ne disparaît pas, cela continue d'agir, mais de façon inconsciente et souterraine. Cela influence nos comportements, nos réactions, nos relations, sans que nous en soyons conscients. L'amour de soi véritable implique d'accepter toutes les parties de soi. Pas seulement les parties lumineuses, les qualités dont on est fier, les aspects de soi qu'on aimait bien montrer, mais aussi les parties d'ombre, les peurs, les faiblesses, les contradictions, les zones d'incertitude. Je ne dis pas que cela est facile. Regarder ses propres zones d'ombre peut être inconfortable, parfois même douloureux, mais c'est aussi profondément libérateur, parce que ce qu'on accepte perd son pouvoir sur nous. Ce qu'on intègre ne nous domine plus. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, attribuée au philosophe Carl Rogers, qui disait « Le paradoxe, c'est que quand je m'accepte tel que je suis, je peux changer. » C'est une vérité contre-intuitive, mais profonde. Ce n'est pas en nous critiquant, en nous rejetant, en refusant ce que nous sommes, que nous grandissons. C'est en nous acceptant. C'est à partir de cette acceptation que le vrai changement devient possible. Pense à quelqu'un qui essaie de perdre du poids. S'il le fait à partir de la honte, de la haine de son corps, de la peur du jugement des autres, il souffrira tout au long du processus et souvent il échouera. Parce que la honte n'est pas un bon moteur sur le long terme. Mais si cette même personne décide de prendre soin de son corps à partir d'un lieu d'amour, de respect, de désir de se sentir bien, le processus sera différent, plus durable, plus doux, plus efficace. L'acceptation n'est pas la résignation, c'est le point de départ de la transformation. Parlons maintenant de quelque chose de très concret. Je veux te parler des limites. Parce que l'amour de soi se manifeste aussi très concrètement dans notre capacité à poser des limites. Combien de fois as-tu dit oui alors que tu voulais dire non ?
Combien de fois as-tu accepté quelque chose qui ne te convenait pas pour ne pas décevoir, pour ne pas blesser, pour maintenir la paix? Combien de fois as-tu mis tes propres besoins de côté pour satisfaire ceux des autres? Cette tendance, elle est très répandue et elle vient souvent d'un manque d'amour de soi. Quand on ne se croit pas suffisamment précieux, quand on a besoin de l'approbation des autres pour se sentir bien, on a du mal à dire non, parce que dire non, c'est risquer de décevoir. C'est risquer de perdre l'amour ou l'approbation de l'autre. Et si on a besoin de cet amour extérieur pour compenser un manque d'amour intérieur, ce risque semble insupportable. Mais voilà ce que j'ai observé au fil des années, les gens qui ne savent pas dire non finissent par s'épuiser. Ils donnent, ils donnent, ils donnent jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et alors ils deviennent amers, sont-ils épuisés, leurs relations se dégradent, leur santé en souffre, leur joie de vivre s'étiole, poser des limites, ce n'est pas être égoïste, c'est être responsable. C'est reconnaître que tu as des besoins, que ces besoins sont légitimes, que tu mérites d'en prendre soin. Et paradoxalement, les gens qui savent poser des limites saines ont souvent de meilleures relations. Parce qu'ils donnent par choix, pas par obligation, parce qu'ils sont présents vraiment, pas par peur des conséquences. Dire non, c'est une forme de respect de soi. Et le respect de soi, c'est une composante essentielle de l'amour de soi. Je pense à un homme que j'ai accompagné, je l'appellerai Marc. Marc était quelqu'un d'extraordinairement généreux, toujours disponible pour tout le monde. Au travail, il était celui sur qui tout le monde s'appuyait. Dans sa famille, il était celui qui réglait tous les problèmes. Avec ses amis, il était toujours là pour écouter, pour aider, pour soutenir. Mais Marc était épuisé et profondément seul, paradoxalement, parce que dans toutes ces relations où il donnait tellement, il ne recevait pas grand-chose en retour et il ne demandait pas parce qu'il avait l'impression de ne pas en avoir le droit. Quand nous avons commencé à explorer pourquoi il avait tant de mal à recevoir, à demander, à dire non, nous avons découvert une croyance profonde. Marc croyait, au fond de lui, que sa valeur dépendait de son utilité, qu'il n'était aimable que parce qu'il était utile et que s'il cessait d'être utile, s'il avait des besoins, s'il prenait de l'espace pour lui-même, les gens cesseraient de l'aimer. Cette croyance, elle avait des racines dans son enfance, dans une famille où l'amour était implicitement lié à la performance, à la serviabilité, à l'effacement de soi. Le travail que nous avons fait ensemble, c'était de l'aider à comprendre que son existence avait de la valeur indépendamment de son utilité, que ses besoins étaient légitimes, que demander de l'aide n'était pas une faiblesse. Et peu à peu, Marc a appris à dire non parfois, à demander parfois, à recevoir. Et ses relations n'ont pas empiré. Au contraire, elles sont devenues plus authentiques, plus équilibrées, plus nourrissantes. Si ce que je partage avec toi t'aide à mieux te comprendre, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à recevoir ce type de contenu. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer ces territoires importants. Je voudrais maintenant aborder quelque chose qui est intimement lié à l'amour de soi et qui me tient particulièrement à cœur. Je veux te parler de la relation entre l'amour de soi et les émotions. Nous sommes des êtres d'émotions. Nos émotions sont l'expression vivante de notre vie intérieure. Ils nous informent sur ce qui est important pour nous, sur ce qui nous fait du bien ou du mal, sur nos besoins, nos désirs, nos peurs. Mais beaucoup d'entre nous ont appris à se méfier de leurs émotions, à les contrôler, à les réprimer, à les cacher. On nous a dit parfois explicitement, parfois implicitement que certaines émotions étaient inacceptables, que pleurer était une faiblesse, que la colère était dangereuse, que la peur était honteuse, que la tristesse était un luxe qu'on ne pouvait pas se permettre. Et alors nous avons appris à nous couper de nos émotions, à faire comme si elles n'existaient pas, à les mettre dans une boîte, à fermer le couvercle et à continuer à avancer. Mais les émotions ne disparaissent pas simplement parce qu'on les ignore, elles continuent d'agir. Elles s'expriment différemment, souvent de façon moins directe, parfois à travers le corps sous forme de tension, de douleur, de maladie. Parfois à travers des comportements compulsifs, des addictions, des explosions de colère, parfois à travers une tristesse diffuse, un vide, une insatisfaction chronique. S'aimer, c'est aussi accueillir ses émotions. Toutes ces émotions, les belles et les moins belles, la joie et la tristesse, l'enthousiasme et la peur, la paix et la colère. Accueillir une émotion, ce n'est pas se laisser submerger par elle. Ce n'est pas lui obéir aveuglément, c'est simplement la reconnaître, lui dire « je te vois, je sais que tu es là, je t'écoute ». Il y a une métaphore que j'utilise parfois avec mes patients. Imagine que tes émotions sont des invités qui frappent à ta porte. Si tu refuses d'ouvrir, si insister, ils finissent par entrer par la fenêtre. Mais si tu ouvres la porte, si tu les accueilles, si tu les laisses entrer, s'asseoir, prendre un thé, alors tu peux avoir une conversation avec eux. Et souvent, après cette conversation, ils repartent d'eux-mêmes.
La peur, quand on l'écoute, nous dit souvent quelque chose d'important. La tristesse, quand on l'accueille, nous permet de faire le deuil de quelque chose et de passer à autre chose. La colère, quand on la comprend, nous informe sur nos limites, sur ce qui a été transgressé, sur ce qui est important pour nous. Les émotions ne sont pas nos ennemis, ce sont des messagères. Et les accueillir, c'est une forme profonde de respect de soi. Je voudrais aussi parler d'un aspect de l'amour de soi qui est souvent négligé. Je veux te parler de la joie, de la permission de se réjouir. Nous vivons dans une culture qui valorise beaucoup l'effort, la lutte, le sacrifice, et parfois nous avons du mal à simplement nous permettre d'être heureux. Nous avons du mal à profiter d'un moment de bonheur sans immédiatement penser à ce qui pourrait mal tourner, sans culpabiliser de ne pas être en train de faire quelque chose de plus productif, sans minimiser ce que nous ressentons. Il y a une forme de culpabilité du bonheur qui est très répandue, comme si on n'avait pas le droit d'être heureux tant que d'autres souffrent, comme si le bonheur était quelque chose qu'on devait mériter. Mais le bonheur n'est pas un luxe réservé à ceux qui l'ont mérité, c'est une dimension fondamentale de l'existence humaine. Et se permettre de le ressentir, de le savourer, de le cultiver, c'est aussi une forme d'amour de soi. Je pense à la notion de pleine conscience que j'ai beaucoup explorée dans mes travaux. La pleine conscience, c'est cette capacité à être vraiment présent à ce que l'on vit sans fougement, sans chercher à changer ce qui est. Et l'une de ces applications les plus belles, c'est la capacité à savourer les moments agréables de la vie, à vraiment les goûter, à les laisser nous nourrir, un café chaud le matin, la lumière du soleil sur ton visage, le rire d'un enfant, une conversation qui te fait du bien, une chanson qui te touche. Ces petits moments de bonheur, si on leur accorde vraiment notre attention, si on les savoure pleinement, ils nourrissent quelque chose à nous. Ils nous rappellent que la vie est belle, même dans ces petites choses, même dans sa simplicité. S'aimer, c'est aussi se permettre ces moments, c'est les reconnaître comme importants, c'est leur faire de la place dans sa vie. Avançons maintenant vers quelque chose que je considère comme l'un des piliers les plus importants de l'amour de soi. Je veux te parler de l'authenticité. Être authentique, c'est être soi-même, vraiment soi-même. Pas le soi qu'on pense devoir être, pas le soi qu'on croit que les autres veulent voir, mais le soi profond, réel, avec ses forces et ses faiblesses, ses certitudes et ses doutes, ses élans et ses hésitations. L'authenticité est intimement liée à l'amour de soi, parce que pour être authentique, il faut d'abord s'accepter. Il faut croire que ce qu'on est vraiment est suffisant pour être aimé, pour être respecté, pour avoir sa place dans le monde. Beaucoup d'entre nous portent un masque, pas par malveillance, mais par peur. La peur d'être rejeté si on montrait qui on est vraiment, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du jugement, et porter ce masque est épuisant. C'est une performance permanente. Et cela crée une distance entre soi et les autres, mais aussi entre soi et soi-même. Il y a quelque chose de profondément paradoxal dans ce mécanisme. En essayant de nous protéger du rejet, en nous montrant sous notre meilleur jour, en cachant nos vulnérabilités, nous nous privons de la connexion authentique avec les autres. Parce que les gens ne peuvent pas vraiment aimer quelqu'un qu'ils ne connaissent pas vraiment, ils peuvent aimer le masque, mais ce n'est pas la même chose. Brené Brown, la chercheuse américaine qui a beaucoup travaillé sur la vulnérabilité, a montré quelque chose de fascinant. Elle a montré que la vulnérabilité, le fait de se montrer tel qu'on est vraiment, avec ses imperfections, ses doutes, ses peurs, est en réalité la condition de la connexion authentique. Que c'est précisément quand on ose être vulnérable qu'on crée des liens profonds et durables avec les autres, et j'ajouterais que la vulnérabilité est aussi la condition de l'amour de soi authentique. Parce qu'on ne peut pas s'aimer vraiment si on se cache à soi-même, si on refuse de voir certaines parties de soi, si on maintient en permanence cette façade parfaite. S'aimer, c'est s'accepter dans son humanité complète. Dans ses grandeurs et ses petitesses, dans ses moments de lumière et ses moments d'ombre. Et c'est à partir de cette acceptation totale que quelque chose de beau peut se construire. Prenons un moment pour souffler. Je t'ai partagé beaucoup de choses et je voudrais maintenant t'inviter à une petite expérience intérieure. Ferme les yeux si tu le peux. Ou simplement poser ton regard quelque part de doux, quelque part qui ne demande pas d'effort. Et prends une grande inspiration. Laisse l'air remplir tes poumons complètement. Et en expirant, laisse partir un peu de la tension que tu portes peut-être. Maintenant, je t'invite à penser à une chose, une seule chose que tu apprécies vraiment en toi, pas quelque chose que tu as accompli. Pas un succès, pas une performance, mais une qualité, une façon d'être, quelque chose qui fait partie de toi et que tu considères comme précieux. Peut-être ta capacité à écouter les autres. Peut-être ta curiosité, ton envie d'apprendre, peut-être ta créativité, peut-être ta façon de rire ou de voir la beauté dans les petites choses, peut-être ta résilience, ta façon de te relever après les épreuves. Quelle que soit cette chose, je t'invite à la reconnaître, à lui dire oui, tu existes en moi, tu fais partie de moi et je t'apprécie, c'est un geste d'amour, un geste envers toi-même.
Si ce contenu t'aide à avancer, à te voir avec plus de douceur, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations ensemble. Parlons maintenant d'un sujet qui est au cœur de beaucoup de souffrances et qui est intimement lié à l'amour de soi. Je veux te parler du perfectionnisme. Le perfectionnisme est souvent présenté comme une qualité. Être perfectionniste, c'est vouloir bien faire les choses, n'est-ce pas? Mais dans ma pratique, j'ai vu le perfectionnisme causer énormément de souffrances. Et je crois qu'il est important de distinguer deux types de perfectionnisme. Il y a ce qu'on pourrait appeler le perfectionnisme sain. C'est le désir de faire les choses bien, d'améliorer ses compétences, de donner le meilleur de soi. C'est quelque chose de positif qui nous pousse à progresser. Et puis il y a le perfectionnisme toxique. Celui qui ne tolère pas l'erreur, celui qui dit que si ce n'est pas parfait, c'est un échec, celui qui nous fait procrastiner par peur de ne pas être à la hauteur. Celui qui nous empêche de nous montrer, de partager notre travail, de prendre des risques parce que nous avons peur de ne pas être parfait. Ce perfectionnisme toxique est très souvent une forme de peur du rejet déguisé. Si je suis parfait, personne ne pourra me critiquer. Si je ne fais pas d'erreur, je serai toujours aimé, toujours accepté. Mais cette logique est un piège parce que la perfection n'existe pas. Et en cherchant à être parfait, on se condamne à l'insatisfaction permanente. Le perfectionnisme toxique est aussi souvent lié à une faible tolérance à la vulnérabilité. Montrer quelque chose d'imparfait, c'est montrer une partie de soi qui n'est pas à la hauteur. Et si on croit que notre valeur dépend de notre perfection, c'est une prise de risque insupportable. Mais voilà ce que j'ai observé. Les gens qui osent montrer leur travail imparfait, qui osent être vus dans leurs moments de doute, qui osent dire je ne sais pas ou je me suis trompé, sont souvent les gens les plus attachants, les plus inspirants, les plus crédibles. Parce qu'ils sont humains, vraiment humains, et l'humanité, avec toutes ses imperfections, est infiniment plus touchante que la perfection froide et inaccessible. Il y a une belle phrase que j'aime beaucoup, attribuée à Léonard de Vinci, qui disait « L'art ne s'achève jamais, il s'abandonne ». Et je trouve cette idée magnifique. Il y a un moment où il faut lâcher, où il faut dire « c'est assez bien, c'est honnête, c'est ce que je pouvais faire aujourd'hui, et c'est suffisant ». Cette capacité à dire « c'est suffisant » est une forme d'amour de soi. C'est se dire à soi-même « je n'ai pas besoin d'être parfait pour avoir de la valeur. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour mériter d'exister, d'être vu, d'être aimé. » Parlons maintenant de quelque chose qui est à la fois très simple et très profond. Je veux te parler de la pratique quotidienne de l'amour de soi. Parce que l'amour de soi, ce n'est pas seulement une philosophie, une façon de penser. C'est aussi une pratique, c'est quelque chose qui se cultive au quotidien, dans les petits gestes, dans les petites décisions, dans la façon dont on se traite chaque jour. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Cela peut vouloir dire beaucoup de choses différentes selon les personnes, mais il y a quelques pratiques que je trouve particulièrement importantes. La première, c'est prendre soin de son corps, dormir suffisamment, manger de façon qui nourrit et qui fait du bien. Bouger, se promener, faire de l'exercice, non pas par obligation ou par culpabilité, mais parce qu'on aime son corps et qu'on veut en prendre soin. La deuxième, c'est nourrir son esprit, lire, apprendre, se laisser inspirer, se donner du temps pour réfléchir, pour méditer, pour simplement être. Dans notre société hyper connectée, où nous sommes en permanence sollicités, c'est donner du temps de silence, du temps de présence à soi-même est un acte d'amour profond. La troisième, c'est cultiver des relations nourrissantes, s'entourer de gens qui nous respectent, qui nous soutiennent, qui nous permettent d'être nous-mêmes et s'éloigner autant que possible des relations qui nous drainent, qui nous diminuent, qui nous font sentir que nous ne valons pas grand-chose. La quatrième, c'est se permettre du plaisir. Des activités qui nous font du bien, qui nous ressourcent, qui nous réjouissent, non pas comme récompense après avoir tout accompli, mais simplement parce qu'on mérite de la joie dans sa vie. Et la cinquième, peut-être la plus importante, c'est se parler avec douceur, changer progressivement le ton de sa voix intérieure, passer de la critique à la compréhension, de la condamnation à l'encouragement. De la dureté à la tendresse, ce ne sont pas des changements qui se font du jour au lendemain, c'est un travail progressif, patient, qui demande de la persévérance. Mais chaque petit geste compte. Chaque moment de douceur envers soi-même est une graine plantée et avec le temps, ces graines poussent. Je voudrais maintenant aborder un dernier grand thème avant de conclure. Je veux te parler de la relation entre l'amour de soi et l'amour des autres. Il y a une idée reçue que je voudrais démystifier, l'idée que l'amour de soi serait en opposition avec l'amour des autres. Que plus on s'aime, moins on aimait les autres. Que s'occuper de soi, c'est négliger les autres, c'est une idée fausse et même c'est exactement le contraire. Dans les avions, avant le décollage, les hôtesses de l'air nous donnent toujours la même consigne en cas de dépressurisation. Mettez votre masque à oxygène avant d'aider les autres. Même si vous voyagez avec un enfant, même si vous voyagez avec quelqu'un de vulnérable,
Mettez d'abord votre masque. Pourquoi? Parce que si vous perdez connaissance, vous ne pourrez aider personne. Pour donner, il faut d'abord avoir quelque chose à donner. Pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Les gens qui s'aiment vraiment ont plus à offrir aux autres. Ils aiment plus librement parce qu'ils n'ont pas besoin de l'amour des autres pour se sentir complets. Ils donnent plus généreusement parce qu'ils donnent par choix, pas par peur. Ils sont plus présents parce qu'ils ne sont pas épuisés par une guerre intérieure permanente. L'amour de soi n'est pas le contraire de l'amour des autres, c'est sa condition. Et il y a quelque chose de beau dans cette idée. Quand on travaille sur soi-même, quand on cultive l'amour de soi, on ne travaille pas seulement pour soi. On travaille aussi pour toutes les personnes qu'on aime. Pour ces enfants à qui on donne l'exemple d'une relation saine à soi-même, pour son partenaire avec qui on peut être plus présent, plus authentique, plus généreux. Pour ses amis auxquels on peut offrir une amitié vraie, pas une amitié de façade, chaque pas que tu fais vers toi-même est aussi un pas vers les autres. Je pense aussi à la façon dont l'amour de soi transforme nos relations amoureuses. Quand on ne s'aime pas, on a tendance à chercher dans l'autre ce qu'on ne se donne pas à soi-même. On cherche quelqu'un qui nous valide, qui nous rassure, qui comble le vide intérieur, et cela crée des relations dépendantes et anxieuses, parfois étouffantes. Mais quand on s'aime, quand on a cette fondation intérieure solide, on peut aimer l'autre autrement. On peut l'aimer pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il nous apporte. On peut être dans la relation par choix, pas par besoin. Et cette liberté, elle est la base d'un amour profond et durable. Je me souviens d'une femme que j'ai accompagnée, je l'appellerai Claire. Claire avait toujours cherché dans ses relations amoureuses une validation qu'elle ne se donnait pas à elle-même. Elle tombait amoureuse d'hommes qui la faisaient se sentir spéciale, qui la complimentaient, qui semblaient lui donner cette valeur qu'elle ne ressentait pas intérieurement. Et quand ces hommes cessaient de la complimenter ou quand la relation se terminait, elle s'effondrait. Parce que la source de sa valeur disparaissait avec eux. Le travail que nous avons fait ensemble, c'était de l'aider à trouver cette source de valeur en elle-même, à construire une relation avec elle-même qui soit indépendante du regard des autres. Et petit à petit, ses relations amoureuses ont changé. Elle a commencé à choisir des partenaires différents, des partenaires avec qui elle pouvait être elle-même plutôt que des partenaires qui la complétaient. Et elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai pas. Elle m'a dit, pour la première fois de ma vie, je me sens aimée non pas parce que quelqu'un m'aime, mais parce que je m'aime moi-même. Et c'est la chose la plus stable que j'ai jamais ressentie. Si ce que tu vis en ce moment résonne avec ce que je décris, si tu sens que quelque chose s'ouvre en toi, je t'invite à laisser un like et à t'abonner. Et partage ce contenu avec quelqu'un qui, selon toi, pourrait en avoir besoin. C'est un beau geste d'amour envers ceux qui t'entourent. Nous approchons maintenant de la fin de notre voyage ensemble. Et avant de conclure, je voudrais te laisser avec quelques pensées, quelques images, quelques invitations qui, j'espère, continueront à résonner en toi longtemps après que cet audio se sera terminé. La première chose que je voudrais te dire, c'est que l'amour de soi est ton chemin, pas une destination. Ce n'est pas quelque chose qu'on atteint un jour et qu'on a pour toujours. C'est quelque chose qu'on cultive jour après jour avec patience et avec constance. Il y aura des jours où tu te sentiras en paix avec toi-même, des jours où tu te regarderas avec douceur et avec gratitude. Et il y aura des jours où la voix critique reprendra le dessus, où tu te rougueras durement, où tu douteras de ta valeur. Et ces jours-là, je t'invite à ne pas te rouger pour te rouger, à ne pas te critiquer pour te critiquer, à simplement observer avec douceur et à te rappeler que c'est humain, que tout le monde traverse ces moments et que demain tu pourras recommencer. La deuxième chose que je voudrais te dire, c'est que tu mérites cet amour. Je le dis simplement, directement, sans détour. Tu mérites d'être aimé, par les autres bien sûr, mais d'abord et avant tout par toi-même. Non pas parce que tu as tout réussi, non pas parce que tu es parfait, mais simplement parce que tu es là, parce que tu existes, parce que tu es humain, avec tout ce que cela implique de beauté et de complexité. La troisième chose, c'est que ce chemin vers l'amour de soi n'est pas un chemin solitaire. Tu n'as pas à le faire seul. Il y a des livres, des thérapeutes, des groupes, des communautés, des podcasts comme celui-ci qui peuvent t'accompagner. Chercher de l'aide, c'est aussi un acte d'amour envers soi-même. C'est reconnaître qu'on a besoin de soutien et que c'est légitime. Et la quatrième chose, peut-être la plus importante, c'est de commencer maintenant. Pas demain, pas quand tu auras réglé tous tes autres problèmes. Pas quand tu seras plus mise, plus riche, plus accompli. Maintenant, aujourd'hui. Dans ce moment précis, l'amour de soi ne commence pas dans un futur hypothétique, il commence dans le présent. Dans ce moment où tu décides de te regarder avec un peu plus de douceur, dans ce moment où tu décides de te parler avec un peu plus de gentillesse, dans ce moment où tu décides que tu mérites d'être traité bien, y compris par toi-même, je voudrais terminer avec une image. Imagine une petite flamme, une flamme fragile, vacillante, qui brûle dans l'obscurité.
Cette flamme, c'est l'amour de soi. Pour certains d'entre nous, elle est presque éteinte. Elle a été soufflée par des années de critiques, de doutes, de rejettes. Mais elle est encore là, elle brûle encore, même faiblement. Et ce que tu peux faire chaque jour, c'est alimenter cette flamme avec des gestes de douceur envers toi-même, avec des pensées bienveillantes, avec des choix qui t'honorent, avec du temps pour toi, avec de la présence à ce que tu ressenses, avec de la gratitude pour ce que tu es. Et petit à petit, cette flamme grandit. Elle devient plus stable, plus lumineuse, plus chaude. Et un jour, tu réalises qu'elle éclaire non seulement ta propre vie, mais aussi la vie de ceux qui t'entourent. Parce que c'est ça, l'amour de soi dans toute sa beauté. Ce n'est pas quelque chose qui te retire du monde. C'est quelque chose qui te permet d'y être plus pleinement, plus authentiquement, plus généreusement. Alors je te laisse avec cette invitation, prends soin de cette flamme, nourris-la, protège-la et laisse-la briller. Récapitulons ensemble les grandes idées que nous avons explorées aujourd'hui. Nous avons commencé par comprendre que l'amour de soi est souvent la relation la plus négligée de notre existence et que cela vient en grande partie de messages reçus dans l'enfance et de l'intériorisation de regards extérieurs. Nous avons vu que l'amour de soi n'est pas l'égoïsme, mais une fondation indispensable sur laquelle tout le reste repose. Nous avons parlé de la voix intérieure et de l'importance de l'observer, de la questionner et progressivement de la transformer. Nous avons exploré la notion de valeur inconditionnelle, cette idée que notre valeur ne dépend pas de nos performances, mais simplement de notre existence. Nous avons abordé la relation au corps et l'importance de passer du regard critique au regard de gratitude. Nous avons parlé de l'acceptation de toutes les parties de soi, y compris les zones d'ombre, comme condition de la vraie transformation. Nous avons vu que poser des limites est une forme d'amour de soi. Qu'accueillir ses émotions est une forme de respect de soi, que l'authenticité et la vulnérabilité sont des conditions de la connexion vraie, que le perfectionnisme toxique est un obstacle à l'amour de soi, et que l'amour de soi se pratique au quotidien, dans les petits gestes, dans la façon dont on se traite chaque jour. Et finalement, nous avons vu que l'amour de soi n'est pas en opposition avec l'amour des autres, mais en est la condition. Que s'aimer, c'est aussi mieux aimer ceux qui nous entourent. C'est beaucoup. Et tu n'as pas tout changé du jour au lendemain. Choisis une chose, une seule chose que tu as entendue aujourd'hui, qui t'a touché, qui a résonné en toi, et commence par là, juste une chose. Et laisse le reste venir progressivement. Le changement véritable est toujours lent, toujours progressif, toujours fait de petits pas, et chaque petit pas compte, chaque moment de douceur envers toi-même est une victoire. Chaque fois que tu choisis de te traiter avec respect, tu construis quelque chose, tu construis cette relation avec toi-même qui est la plus importante de ta vie. Je crois profondément en ta capacité à vivre cette transformation. Non pas parce que je te connais personnellement, mais parce que je crois en la capacité de tout être humain à grandir, à évoluer, à s'ouvrir à plus d'amour pour soi et pour les autres. C'est notre nature profonde. C'est ce que nous sommes au fond. Quand on enlève toutes les couches de peur et de conditionnement, nous sommes des êtres capables d'amour et cela commence par soi-même. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci d'avoir pris ce temps pour toi, pour cette réflexion, pour cette exploration intérieure. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même et je l'apprécie profondément. Si ce contenu t'a été utile, si tu sens qu'il a touché quelque chose en toi, je t'invite à t'abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être quelqu'un que tu connais qui traverse une période difficile, qui doute de lui-même, qui a besoin d'entendre que sa valeur est inconditionnelle. Ce partage est un beau geste d'amour envers lui et envers toi-même. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi et souviens-toi, tu méritais l'amour que tu donnes si généreusement aux autres. Commence aujourd'hui à te le donner aussi.